Autour de nous, il existe un monde plus résilient, solidaire et altruiste. Je vous propose d'en pousser la porte et d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui s'engagent à le construire au quotidien. Je suis Amandine Anglebert, fondatrice de Philanthropie Innovative Sharing, l'organisation qui accompagne les entrepreneurs et philanthropes pour maximiser leur impact sociétal. Ensemble, réenchantons le monde. Jusqu'à présent, vous avez entendu sur ce podcast beaucoup d'entrepreneurs sociaux, des auteurs, un philanthrope et quelques professionnels de l'accompagnement. Alors aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Caroline Dezager, une citoyenne bénévole qui a fait partie d'un mouvement de mobilisation citoyen incroyable, qui parti de quelques bonnes volontés il y a 7 ans, est devenue un acteur incontournable du paysage associatif en Belgique. Preuve que la mobilisation citoyenne peut déplacer des montagnes. Je veux parler de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Bonjour Caroline. Bonjour Amandine. Caroline, toi tu as vécu une aventure humaine transformatrice via cet engagement bénévole au sein de la plateforme et tu vas nous en parler aujourd'hui. Alors je te propose de plonger directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que cette aventure a commencé pour toi ? Cette aventure a commencé en 2015. Notre fils aîné Arthur avait été au parc Maximilien voir un peu comment se passait l'arrivée des réfugiés dont on parlait beaucoup dans la presse à ce moment-là. Et il est revenu enthousiaste, il avait été aidé toute une journée, il est revenu enthousiaste en disant « Maman, c'est incroyable, il y a une cuisine, il y a une école, il y a un cinéma, il y a des distributions. C'est vraiment incroyable que tous ces bénévoles ont créé ce système. » Et donc je me suis dit que j'allais aller voir aussi, j'avais un peu de temps pendant les vacances de Noël, et j'ai été avec notre fils plus jeune, Simon, voir un peu ce qui se passait. On est arrivé un jour où il y avait eu un cambriolage dans la cuisine avait été complètement retournée, donc Simon a rangé et remis toutes les denrées par date de péremption, et moi, on m'a assigné aux toilettes, donc le premier jour, première activité à la plateforme, c'était le nettoyage de toilettes dans un énorme hangar froid, sans chauffage, sans eau chaude. Et je suis revenue, malgré ça, le lendemain. Malgré ce baptême. Voilà, malgré le baptême du feu, je suis revenue et je me suis occupée de l'accueil. Alors à ce moment-là, accueillir les gens qui arrivaient le matin, qui avaient passé la nuit dehors, et les informer un petit peu sur les différentes possibilités qui s'offraient à eux dans ce hangar. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché en fait quand tu as découvert le parc Maximilien, et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi qui t'a donné envie de t'engager dans cette démarche ? C'était le côté humain, le côté on a tous des migrants dans notre histoire, dans notre ADN. Je pense que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants un jour seront confrontés à ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Aujourd'hui, ce sont surtout des migrants qui quittent leur pays parce qu'il n'y a plus d'avenir. Bientôt, il y aura de plus en plus de migrants climatiques. Donc je pense que nos enfants vont être très très fort confrontés à ça. Et je pense qu'aussi, nous avons tous des ancêtres qui ont dû migrer par la force des choses. Donc ça me touche. On est tous des migrants quelque part. Et puis on se rend compte qu'ils sont comme nous, exactement comme nous. Ils cherchent le bonheur pour leurs enfants, pour eux. Ils cherchent un avenir. Ils sont plein d'un courage et positif à travers tout, très impressionnant, je trouve. Oui. Et donc à ce moment-là, tu te dis, ben voilà, j'ai 1 ou 2 matinées par semaine, je peux donner de mon temps. Voilà. Donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Mais très vite, ça va aller assez crescendo, d'après ce que tu m'avais raconté. Mais on était dans ce hangar, donc après le parc Maximilien, l'ASBL avait été créée. On était dans ce hangar où tous les services avaient migré du parc dans le hangar. Donc il y avait la distribution de vêtements, il y avait une école de langue, français, anglais, néerlandais. Il y avait l'accompagnement dans les procédures de demande d'asile. Il y avait des avocats qui étaient là, Médecins du Monde était avec nous à ce moment-là aussi et faisait des consultations médicales. Donc à ce moment-là, toi tu reviens et tu te dis j'ai quelques matinées par semaine à consacrer à ça, mais très vite en fait ton engagement va prendre beaucoup d'ampleur. Est-ce que tu peux nous raconter ce chemin ? Voilà, donc on était dans ce hangar en 2015. Il y avait toute une série de services qui existaient dans le parc qui avaient
migré dans ce hangar, dont l'école Maximilien, français, anglais, néerlandais, distribution de vêtements, accompagnement dans les procédures de demande d'asile et information. Il y avait des avocats qui venaient informer les réfugiés, il y avait Médecins du Monde qui étaient avec nous pour les consultations médicales. Moi, je m'occupais de l'accueil et j'essayais d'informer les gens sur les différents services, les horaires. Et je me suis rendu compte que l'ASBL, les gens qui avaient créé cette ASBL, les membres fondateurs, étaient un peu moins présents à ce moment-là et qu'il n'y avait plus vraiment de structure administrative qui soutenait tout ça. Donc, je me suis proposée comme secrétaire en me disant, de toute façon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je ne pensais pas que cette ASBL survivrait très très longtemps. Il n'y avait pas très très peu de moyens. Et donc j'ai signé pour devenir la secrétaire de la SBL, qui était toute petite. Et on m'a dit, oui, mais la secrétaire, elle doit être administratrice aussi, parce que dans les statuts, il y a une secrétaire qui est administratrice. J'ai dit, bon, d'accord, très bien, ne sachant pas du tout à quoi je m'engageais. Et ça, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. 2 matinées par semaine pour terminer en 2017-2018 à 7 jours sur 7, pratiquement. Parce que la plateforme ne ferme jamais, elle est ouverte 7 jours sur 7, héberge tous les soirs, donc il n'y a pas d'horaire. Oui, c'était, enfin, voilà, devant l'ampleur des besoins, tu répondais à cet engagement, c'était une sorte d'appel, quoi, j'imagine, de se dire, ça doit être difficile de mettre ses limites quand on sait que il y a tellement de gens qui sont là, que les besoins sont immenses. Donc c'est ça qui a fait que tu t'es engagée de plus en plus. Mais c'est difficile de dire non. Tout est urgent. C'est une question pas de vie ou de mort, mais presque. Ces gens sont vraiment désespérés. On s'attache, on a envie de les aider. On a envie de se battre contre l'injustice. Pourquoi eux n'ont pas le droit de rester ici? Pourquoi est-ce que nous, on est nés ici? Pourquoi eux sont nés là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû traverser tout ça? Donc on aimerait bien pouvoir les aider un peu. Et puis l'équipe avec laquelle je travaillais est une équipe extraordinaire. Ce sont des gens vraiment... on était tous bénévoles jusqu'en fin 2017, début 2018. C'était 100% bénévole. Les gens se donnent, ont des enfants, ont un travail à plein temps et arrivent encore à donner un maximum le soir, le week-end. Donc c'était surtout le soir et le week-end que la plateforme fonctionnait, puisque c'était 100% bénévole. Il n'y avait pas, à part les professeurs de l'école, sinon... Et vous étiez combien de bénévoles, plus ou moins, à cette époque-là? Moi, je pense que un peu plus d'une centaine, je pense, qui tournaient. De tous horizons. Mais encore toujours aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bénévoles que de salariés, de tous horizons. Et c'est ça qui fait la richesse, je pense, de la plateforme, c'est le mélange et la diversité des personnes qui interviennent. On est tous mus par la même idée de justice et d'aide, mais on ne se serait jamais rencontrés en temps normal. Et donc c'était des rencontres incroyables et on se rend compte qu'on a plein de points communs et qu'on s'entend vraiment vraiment bien. Donc ça c'était une belle découverte aussi. C'est quelque chose qui t'a porté aussi toutes ces années. Parce que sans les collègues, sans mes amis et les liens forts qui se sont tissés, personne ne tient. C'est pas possible. Face au travail qui est quand même très difficile, il faut ça. Et toi, du coup, en tant que bénévole, quels étaient tes atouts? Parce que finalement, le bénévolat, alors c'est vrai, il y a des études qui ont été faites qui disent, mais en fait, le bénévolat, ça a un impact très positif sur la santé psychique et mentale, etc. Mais ça peut aussi être un risque de se retrouver complètement débordé et de faire face à l'épuisement. Toi, tu parles à un moment, tu disais que tu travaillais presque 7 jours sur 7. Oui, on ne peut pas tenir très longtemps. C'est un sacré engagement, oui, non, c'est ça. Non, et par contre, j'ai encore des collègues qui sont toujours là, malgré les horaires infernaux, et qui tiennent bon. Moi, j'avais la chance d'avoir une famille, des enfants, un mari qui m'empêchait de plonger et de faire des horaires trop extrêmes. Donc, j'ai été protégée un petit peu par ça. Les atouts, j'ai l'âge que j'ai, donc je pense que j'avais une certaine expérience... le fait d'avoir élevé trois grands garçons qui ont le même âge que la majorité des réfugiés, peut-être que la communication se faisait un peu plus facilement avec eux, mais je suis traductrice à la base et je me suis occupée des RH et de la comptabilité. Quand on est bénévole comme ça, qu'il n'y a pas de moyens dans une ASBL, eh bien tout le monde fait tout et on se retrousse les manches, mais il y a un petit risque aussi d'être complètement dépassé et je pense que quand on fait des choses pour lesquelles on n'est pas très compétent,
ou compétentes, ça fatigue encore plus. Donc là aussi, j'ai donné un petit peu trop, je crois. Mais finalement, ça permet aussi de reprendre aussi confiance et de gagner en compétences sur certains aspects, du coup que... Tout à fait, oui. C'est intéressant, on apprend plein de choses. La gestion d'une ASBL, la justification de subsides, comment signer un contrat. Alors c'était quoi l'ADN de la plateforme ? L'ADN de la plateforme, c'était bénévole surtout, et je pense que les premiers salariés ont eu beaucoup de mal à quitter leur statut de bénévole pour être salariés. Ça a été difficile pour eux de passer d'un statut à l'autre, parce que l'ADN de la plateforme, c'est surtout bénévole. Et encore, je disais là tout à l'heure, encore aujourd'hui, c'est quand même, je pense, 2 tiers de bénévoles pour 1 tiers de salariés facilement qui travaillent tous les jours. Les petits déjeuners à la porte du Lys, c'est 100% bénévole. Je pense qu'il y a une personne qui est salariée pour gérer un peu la cuisine. Et au fond, qu'est-ce que tu crois Enfin, c'est incroyable d'avoir un tel engagement citoyen et d'avoir encore aujourd'hui justement ce niveau d'engagement au niveau du bénévolat. Qu'est-ce que tu penses qui a réuni toutes ces personnes à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui fait que ça marche pour la plateforme citoyenne et peut-être pas à un autre endroit ? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'on est tous touchés par ces réfugiés. Je pense que dans notre ADN, comme je disais là tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous parle. Ces réfugiés en 2015, c'était surtout des familles syriennes, irakiennes. Aujourd'hui, ce sont de très jeunes hommes et femmes. Et on ne peut pas rester insensible une fois qu'on met le doigt dedans. C'est difficile d'arrêter. On ne peut pas être insensible à la détresse de ces personnes. Et puis je pense que les équipes sont très jeunes, viennent aussi de tous les pays. Il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent à Bruxelles et qui viennent faire du bénévolat. Je pense que le bénévolat aussi est plus une tradition anglo-saxonne. Donc je pense que pour cette raison-là. Et puis ça tisse des liens terribles de vivre ça et de travailler comme ça ensemble. Donc je pense que c'est ça qui fait le succès de la plateforme. Et qu'est-ce qui t'a inspiré le plus dans l'engagement de tes collègues bénévoles ? Celle qui m'a le plus inspirée, c'est Adriana Costa Santos. Quand je suis arrivée, elle avait 21 ans, je pense. Aujourd'hui, elle en a 26. Elle a fait un travail, c'est elle qui a géré tout l'hébergement et qui a commencé l'hébergement dans le parc en 2017. Petite bonne femme, elle avait l'âge de notre second fils Gaspard. Elle est incroyable, elle a structuré, elle a créé, elle fait un binôme incroyable avec Mehdi, qui est quelqu'un de brillant aussi. Mehdi qui est le porte-parole de la plateforme. Mehdi qui est le porte-parole de la plateforme. Le binôme... je suis pleine d'admiration pour tous les autres aussi, Samir, Nathalie Dupont qui gère l'école Maximilien depuis 2015, il y en a plein, je ne saurais pas tous les nommer, mais ce sont chacun dans leur domaine des personnes très très inspirantes et qui donnent énormément. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement comment est-ce que ça a évolué, les différents services que vous proposez à la plateforme ? Je pense que un des services, il y a l'hébergement, évidemment, la Porte du Lys qui héberge 350 personnes tous les soirs, et puis les hébergements collectifs, dont beaucoup ont ouvert en Wallonie aussi. Donc en Wallonie, c'est un gros pôle aussi. Donc l'hébergement est important, mais je pense que ce qui est très important à la plateforme aussi, c'est l'information via le CISA, le pôle d'accompagnement dans les demandes et les procédures d'asile, qui informe tous les réfugiés qui passent par chez nous, par un des services, passent par le CISA et sont informés sur les possibilités ou non qui s'offrent à eux. Et je pense que ça, c'est vraiment important par rapport à d'autres ASBL, parce que ça redonne le pouvoir aux personnes de décider ce qu'ils veulent faire ou pas, à partir du moment où ils savent quels sont leurs droits. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations quand ils arrivent ici, à part le bouche à oreille, et souvent ce sont des informations qui ne sont pas exactes. En passant par le CISA, ils ont un suivi, et s'ils ont besoin d'un suivi médical, psychologique, c'est vite repéré et on peut les envoyer vers les bons endroits. Il y avait aussi la Sister House dont tu m'avais parlé. Et oui, magnifique. C'est un hébergement collectif pour les femmes, par les femmes. Donc il y a 2 personnes qui sont responsables, mais c'est géré uniquement par des bénévoles. Et ce sont les femmes qui cuisinent, ce sont les femmes qui s'entraident, il y a toute une série d'activités qui sont organisées, c'est joyeux,
malgré la difficulté pour une femme d'être réfugiée, il y a eu des bébés, il y a eu... qui ne sont pas toujours très très joyeux, mais bon, on essaye d'en faire un événement le plus joyeux possible. Mais c'est un endroit vraiment extraordinaire et c'est une première, je pense, en tout cas en Belgique, mais peut-être en Europe, de créer un hébergement comme ça pour les femmes, par les femmes. Donc ça vaut la peine, si vous êtes une femme, de voir un peu quels sont les besoins à ce moment-là, de créer une activité ou d'aller donner un petit coup de main pour réveiller, pour aider à préparer les repas. C'est une chouette expérience. Il y a toujours besoin d'un petit coup de main. Partout, il y a plein de besoins partout. Donc, via le site de la plateforme, il y a moyen de contacter Vanessa, qui est responsable des bénévoles, et qui peut orienter vers les différents services. Oui, donc maintenant, vous avez une responsable des bénévoles. C'était indispensable. Elle est là depuis pas mal de temps, Vanessa. Elle gère ça depuis pas mal de temps et elle se fait aider. Et donc, oui, non, c'était important d'accueillir les bénévoles parce que souvent, le problème du bénévolat, et c'est ce que j'ai vécu en 2015, on arrive dans une ASBL, on arrive pour aider et on ne sait pas très bien où on met les pieds, on ne sait pas, j'ai dû découvrir par moi-même, aller voir à droite à gauche pour comprendre un peu le fonctionnement, quels étaient les services, c'était pas du tout structuré parce que on démarrait. Aujourd'hui, je pense que c'est très très important que les gens sachent où ils mettent les pieds, quel est le fonctionnement, qui est responsable, quels sont les différents services, pour pouvoir en parler et faire un travail un peu plus éclairé. Oui, c'est ça, y avoir une expérience qui soit positive des deux côtés, en fait. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, la plateforme, on a compris que ça avait bien grandi, mais est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui, justement, où est-ce que vous en êtes ? Toi, tu t'es retiré... Moi, je me suis retirée depuis le mois de septembre. Oui, voilà, récemment. Et on reviendra justement sur... mais quand tu regardes en arrière, mais aujourd'hui, c'est devenu quoi en termes de chiffres, de nombre de personnes accueillies, etc., pour que les personnes qui nous écoutent se rendent un petit peu compte de l'ampleur que ça a pris, alors que c'est parti en 2015 de rien, en fait. Hein. Quelques bénévoles qui ont remarqué qu'il y avait des réfugiés qui attendaient dans le parc d'avoir un rendez-vous à l'Office des étrangers et qui ont commencé ça. Oui, que c'est insoutenable, en fait. Oui. Et aujourd'hui, ça évolue très vite, donc je ne sais pas si les chiffres sont encore tout à fait exacts, mais je pense qu'on est à 7 millions de budget pour la SBL. Il y a à peu près 6,5 millions de subsides de la région via le hub humanitaire et pour la Porte du Lys, qui est le centre d'hébergement principal. Je pense qu'on a dépassé les 70 salariés. Et toujours autant de bénévoles, donc 70 salariés, mais je pense qu'il y a à peu près 150 bénévoles qui travaillent de façon quotidienne. Wow. Au niveau des hébergements, on doit être entre 7 et 800 personnes tous les soirs. Il reste encore 150 familles, ou un peu moins, parce qu'une famille prend souvent 2 ou 3 personnes. Mais il y a à peu près 150 réfugiés qui sont hébergés par les familles et accompagnés souvent par les familles qui sont en contact avec le CISAP pour les procédures de demande d'asile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces hébergements en famille ? Parce que ça aussi, c'était une première, c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'était quoi le concept et comment ça fonctionnait ? Mais en 2017, donc ça a été initié par Adriana en grande partie avec d'autres, mais Adriana surtout. En 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques femmes dans le parc. Il y avait beaucoup de monde qui dormait dans le parc. Et parmi ces 150 personnes qui dormaient dans le parc tous les soirs, il y avait des femmes. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser ces femmes au milieu de ces hommes comme ça. Elles avaient déjà vécu assez de choses. Et on a décidé de poster sur Facebook des demandes d'hébergement pour ces femmes, pour les mettre à l'abri. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait... Chez des particuliers. Chez des particuliers, ça a très bien marché. On était au téléphone la journée avec les personnes qui répondaient pour héberger 5, 6 femmes, 10, 15, 20, 30... Parce que le bouche à oreille, évidemment, une fois qu'ils ont appris qu'il y avait un moyen d'être hébergé, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des hommes aussi qui étaient fragilisés, des très jeunes. Les mineurs, c'est 13, 14, 15 ans qui arrivent, ils arrivent souvent à plusieurs. Il y en a beaucoup de très très jeunes, ou alors des personnes un peu plus âgées, ou des personnes qui avaient des problèmes physiques ou médicaux. Et voilà, ça a démarré comme ça, ça s'est emballé. Ça a été très vite. La police faisait des rafles aussi à ce moment-là dans le parc à 4-5 heures du matin. Donc on a eu une équipe qui allait réveiller tout le monde vers 5 heures du matin pour qu'il n'y ait plus personne dans le parc quand la police arrivait.
Et puis, un jour, on s'est rendu compte qu'il allait y avoir une grosse rafle dans le parc et on a créé la chaîne humaine de la gare du Nord jusqu'au parc Maximilien, qui est un des grands événements pour moi. Ça a été très, très émouvant parce qu'on pensait faire une chaîne humaine autour du parc. Et en fait, on a fait 2 fois le tour du parc, aller-retour jusqu'à la gare du Nord. Ça a été, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus du nombre de personnes qui étaient présentes ce soir-là, mais c'était magnifique de voir toute la diversité, les familles, les enfants, tout le monde était là pour protéger ces réfugiés. C'était merveilleux. Et voilà, ça a vraiment redémarré à ce moment-là, parce que la plateforme était un peu plus... Ça se calmait un peu, on était à Jette, il y avait juste l'école qui fonctionnait un peu, les accompagnements de demande d'asile, mais avec l'hébergement fin 2017, début 2018, ça a explosé à ce moment-là, et ça ne s'est plus arrêté, ça a augmenté. Et la région nous a assez vite soutenus avec un premier subside, et puis voilà, petit à petit, je crois que le premier subside c'était 20 000 €. On est à 6,5 millions là. Oui, c'est ça. Donc, ça a été vraiment exponentiel. Oui, tout à fait. Et du coup, toi, ton rôle, il a évolué aussi dans tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est devenu avec tout ça? Mais je suis passée de l'accueil à secrétaire de la ASBL qui était 100% bénévole à gérer une petite ASBL qui commençait à signer des contrats et engager des salariés, puisque quand on a ouvert la porte du Lys, on s'est rendu compte que 100% bénévolat, ça ne fonctionnerait pas. Il fallait une continuité, au moins à la tête de cet hébergement, et on a signé notre premier contrat. Et en tant que secrétaire, c'était mon rôle de signer le premier contrat, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. Donc voilà, j'ai découvert les RH et le règlement de travail, etc. Et puis, on a reçu un premier subside pour payer ces contrats. Alors, il a fallu justifier le subside. Donc, j'ai fait une justification de subside qui était assez drôle avec mes photocopies quand j'ai débarqué. Ils m'ont regardé. Mais voilà, c'était correct. Avec ton dossier de reçu et de photocopie. Et puis j'ai dit que c'était plus possible. Je ne pouvais pas continuer à faire ça n'ayant aucune compétence à part ma bonne volonté. Donc, on a heureusement eu une personne qui était spécialisée dans tout ce qui est RH, qui est venue bénévolement, Nathalie, au début, et qu'on a pu engager à mi-temps et puis à plein temps assez rapidement. Et on a engagé une comptable aussi qui est toujours là et qui m'a soulagée de ce poids-là. Oui. Donc, et voilà, je suis restée au conseil d'administration jusqu'au mois de septembre 2020. Donc cette aventure, elle aura duré... Presque 5 ans. Presque 5 ans pour toi. Oui. Alors qu'au début... c'était 2 matinées par semaine. Oui, c'était 2 matinées par semaine. On voit, oui. Tout en te disant, ça va pas durer ce truc-là, on aura peut-être... Non, et surtout, avant le boom de l'hébergement en 2017, on n'arrivait plus à payer le loyer. Partenamut nous avait gentiment mis un bâtiment à disposition contre un loyer dérisoire, mais même le loyer, on n'arrivait plus à le payer. Donc moi, je me suis dit que ça allait tout doucement s'éteindre, et puis hop, ça a redémarré, on ne s'attendait pas du tout, et on a tous dû suivre. Et c'est le problème aussi, c'est que quand on est bénévole, on fait des choses assez simples, et puis il faut suivre. Après, quand ça explose et que ça devient beaucoup plus professionnel, on est souvent un peu perdu. Oui, et sous pression, j'imagine aussi. Sous pression et pas compétent pour l'ampleur que ça prend. Donc, ce qui va engendrer du stress, quand même. Ça engendre du stress, et puis il était temps pour moi de laisser la place à des gens beaucoup plus compétents et professionnels, chacun dans leur domaine. Et du coup, aujourd'hui, quand tu t'es retirée, et quand on discute de tout ça et que tu regardes en arrière, ça te fait quoi? Je suis ravie d'avoir participé à cette aventure. Je pense que c'était assez unique comme aventure et comme expérience. Je suis ravie d'avoir pu aider un petit peu à la mesure de mes moyens, et je suis ravie d'avoir découvert plein de gens extraordinaires et d'avoir découvert la réalité de beaucoup de gens, des réfugiés, mais aussi de beaucoup de Belges collègues, et d'avoir découvert un peu autre chose que mon petit monde à moi, être sorti de ma bulle. Et aujourd'hui, on ne peut plus sortir de sa bulle, mais à ce moment-là, oui, c'est ça. Sortir de ma petite bulle et mon train-train quotidien et découvrir un monde très différent et passionnant. Et non, c'était vraiment une magnifique expérience que je conseille à tout le monde. Ça t'a apporté une belle ouverture. Ça m'a changé, ça m'a donné plus confiance en moi aussi, je pense, parce que je m'en suis pas si mal sortie dans tout ce que j'ai fait, je pense. Et donc, non, c'est que du positif. Et je me suis arrêtée à temps avant d'être trop à bout.
Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui auraient envie de s'engager dans un projet ou l'autre comme bénévole, mais qui se posent plein de questions, qui savent pas trop? Mais il faut y aller. Il faut, en tout cas, go, go, go. Allez-y. Par contre, il ne faut pas vous attendre. Ça dépendra probablement de l'endroit où vous allez vous présenter, mais souvent, tout n'est pas offert sur un plateau. Il faut un petit peu se débrouiller, il faut vouloir, il faut frapper aux portes et essayer de comprendre. Parce que la plupart des ASBL n'ont pas les moyens de la plateforme aujourd'hui, d'un accompagnement des bénévoles. Et ça peut être très, très intéressant mais il faut vouloir, il faut un peu de volonté et ne pas s'attendre à ce que tout soit prêt et facile. Mais je pense que c'est une expérience fantastique. Tout le monde devrait le faire. Je trouve que même une heure par mois, je trouve que c'est vraiment une très très chouette expérience. Si tout le monde le faisait, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Oui, c'est sûr, le monde serait différent. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me donner un coup de pouce pour le faire rayonner. Notez, commentez, partagez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Magic Makers que vous retrouverez sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. À bientôt!